Le jeu dangereux. Stefan Zweig. J'ai passé le mois d'août de l'été dernier à Cadenabia, un de ces petits endroits des bords du lac de Côme qui se cachent d'une manière si charmante entre des villas blanches et la sombre forêt. Sans doute silencieuse et paisible, même pendant les journées plus animées du printemps, lorsque les voyageurs de Bellagio et de Menaggio répandent leurs essaims le long de l'étroit littoral, la petite ville, au cours de ces semaines de chaleur, était une solitude odorante et éclatante de soleil. L'hôtel était presque entièrement désert. Quelques hôtes épars, dont chacun paraissait au voisin un phénomène pour avoir choisi comme villégiature d'été un endroit aussi perdu, s'étonnaient chaque matin de trouver encore leurs compagnons fidèles à leur poste. Quant à moi, ce qui m'étonnait surtout, c'était un monsieur d'un certain âge, très distingué et cultivé, le type intermédiaire, eût-on dit, entre la correction de l'homme d'État anglais et le laisser-aller du viveur parisien, qui, sans pratiquer pour se distraire aucun genre de sport lacustre, passait ses journées à regarder pensivement la fumée des cigarettes se dissiper dans l'air, ou bien de temps en temps à feuilleter un livre. La solitude pesante de 2 journées de pluie, ainsi que l'aménité de son accueil, donnèrent vite à nos relations un caractère de cordialité qui masquait presque entièrement la différence d'âge subsistant entre nous deux. Livonien de naissance, élevé en France et puis en Angleterre, n'ayant jamais exercé de profession et sans résidence fixe depuis des années, il était en quelque sorte sans patrie, à la noble façon de ces vikings et pirates de la beauté qui, au cours de leurs excursions conquérantes, ont rassemblé en eux les trésors de toutes les villes. Il était familier avec tous les arts, à la manière d'une dilettante, mais le dédain qu'un homme de qualité il nourrissait pour la pratique de ces arts était plus fort que l'amour qu'il avait pour eux. Il leur devait 1000 heures ravissantes, sans leur avoir voué un seul désir de création. Il vivait une de ces existences qui paraissent superflues parce qu'elles ne sont enchaînées à aucune communauté, parce que toute la richesse que 1000 précieux événements ont accumulée en elles s'anéantit au moment de leur dernier souffle, sans laisser d'héritier. C'est de cela que je m'entretenais avec lui un soir que, après le dîner, nous étions assis devant l'hôtel et que nous regardions la clarté du lac s'obscurcir lentement devant nos yeux. Il sourit. « Peut-être n'avez-vous pas tort, dit-il. Il est vrai que je ne crois pas aux souvenirs. Les choses que nous vivons n'existent plus une seconde après que nous les avons vécues. Et la création artistique ne s'efface-t-elle pas également 20, 50 ou 100 ans plus tard? Mais je veux vous raconter aujourd'hui quelque chose qui, je le pense, ferait un joli roman. Venez, en marchant on parle mieux de ces choses-là. » Nous longeâmes donc l'admirable chemin du littoral, ombragé par les éternels cyprès et par des marronniers touffus, entre les branches desquels le lac miroitait avec une légère agitation. Là-bas s'étendait le blanc nuage de Bellagio,
doucement accentuée par les couleurs mourantes du soleil déjà couché. Et là-haut, tout là-haut, sur sa sombre colline, brillait comme un diamant serti par les rayons l'étincelante couronne des murs de la villa Serbelloni. La chaleur était un peu lourde, sans cependant être trop pesante. Comme un doux bras de femme, elle s'appuyait tendrement sur les ombres et mettait dans l'atmosphère le parfum d'invisibles floraisons. Il commença. « Je vous ferai d'abord un aveu. Je ne vous ai pas dit jusqu'à présent que déjà l'année dernière, j'étais ici à Cadenabia, à la même époque et dans le même hôtel. Cela peut vous étonner d'autant plus que, comme je vous l'ai raconté, j'ai toujours évité dans ma vie les répétitions. Mais écoutez-moi. Naturellement, il y avait autant de solitude que maintenant. Il y avait, comme aujourd'hui, le monsieur de Milan qui toute la journée pêche des poissons pour le soir les remettre à l'eau, et le lendemain les pêcher de nouveau. Il y avait 2 vieilles Anglaises, à l'existence silencieuse et végétative, à qui on faisait à peine attention. En outre, un joli jeune homme avec une charmante et pâle jeune fille, dont je ne puis pas croire encore qu'elle fût sa femme, parce qu'ils paraissaient s'aimer beaucoup trop passionnément. Enfin, une famille allemande, des Allemands du Nord, du type le plus prononcé. Une dame d'un certain âge, osseuse et blonde comme un petit pain, avec des mouvements anguleux et affreux, avec de perçants yeux d'acier et une bouche forte et hargneuse, comme taillée au couteau. Avec elle se trouvait sa sœur, car c'étaient visiblement les mêmes traits, seulement fondus et atténués, devenus plus doux. Elles ne se quittaient pas, et pourtant elles ne se parlaient jamais, continuellement penchées sur la broderie dans laquelle elles paraissaient ourdir tout le vide de leur cerveau, inexorable parc d'un monde ennuyeux et borné. Et entre elles, il y avait une adolescente d'environ 16 ans, la fille de l'une d'elles, je ne sais de laquelle, dont l'aridité des traits, encore incomplètement formés, se mêlait déjà à une légère rondeur féminine. À la vérité, elle n'était pas jolie, trop mince, trop peu développée, et en outre vêtue d'une façon naturellement malhabile. Il y avait quand même quelque chose de touchant dans sa langueur naïve. Ses yeux étaient grands, et sans doute aussi pleins d'une lumière sombre, mais ils se dérobaient toujours avec embarras, tandis que leur éclat se dissipait en lueurs vacillantes. Elle aussi arrivait toujours avec quelque ouvrage, mais ses mains restaient souvent presque inactives. Ses doigts s'endormaient et alors elle était là assise silencieusement, en laissant planer sur le lac un regard rêveur et immobile. Je ne sais ce qui dans ce tableau m'attacha si fortement. Fût-ce la pensée banale et pourtant presque irrésistible qui nous saisit lorsque nous voyons la mère fanée à côté de sa fille en fleurs, lorsque nous voyons l'ombre derrière la réalité dont elle émane, fût-ce la pensée que dans chaque joue le pli est là qui attend en secret, comme dans le rire la lassitude et dans le rêve déjà la désillusion? Ou bien était-ce ce désir sans objet, farouche et venant de naître, qui se trahissait partout dans l'adolescente, cette minute merveilleuse et unique dans la vie des jeunes filles où elles tournent vers l'univers leur regard avide, parce qu'elles n'ont pas encore la chose sans pareille à laquelle elles s'accrochent ensuite et à laquelle elles restent suspendues jusqu'à la fin, comme des algues enroulées à un bois flottant. C'était pour moi infiniment émouvant que de l'observer, ce regard humide et rêveur. La façon sauvage et exaltée dont elle caressait chaque chien et chaque chat, d'observer cette agitation qui faisait qu'elle commençait différentes choses sans rien achever. Et puis cette ardente précipitation avec laquelle, le soir, elle faisait la chasse aux quelques misérables livres de la bibliothèque de l'hôtel, ou bien feuilletait les 2 volumes de poésie, usés de force d'avoir été lus, qu'elle avait apportés avec elle, son Goethe et son Baumbach. Mais pourquoi souriez-vous? Je fus obligé de m'excuser. C'est simplement ce rapprochement, Goethe et Baumbach. Ah oui, naturellement, c'est comique. Et pourtant, d'un autre côté, cela ne l'est pas, croyez-moi. Il est tout à fait indifférent à des jeunes filles de cet âge de lire des poésies bonnes ou mauvaises, sincères ou artificielles. Les vers sont seulement pour elles des coupes où abreuver leur soif et elles ne font attention à la qualité du vin qu'il y a dedans, car l'ivresse est déjà en elles avant qu'elles aient bu. Et ainsi cette jeune fille était si débordante de passion que celle-ci brillait dans ses yeux. Elle faisait trembler la pointe de ses doigts au-dessus de la table et donnait à sa marche une allure particulière et maladroite. Cependant, c'était une sorte de balancement ailé entre l'envol et la crainte. On voyait qu'elle brûlait d'envie de parler avec quelqu'un, de livrer à quelqu'un un peu de sa plénitude, mais il n'y avait personne, il n'y avait que la solitude et le bruit monotone des aiguilles à droite et à gauche, ainsi que les regards froids et pensifs des 2 dames. Je fus pris d'une compassion infinie, et, pourtant, je ne pouvais pas m'approcher d'elle, car en premier lieu, qu'est un homme âgé pour une jeune fille qui se trouve dans cet état d'âme, et ensuite, l'horreur que j'avais à nouer des relations avec des familles, et surtout de vieilles dames de la bourgeoisie, excluait toute possibilité de le faire. Alors, je recours à un moyen singulier. Je pensais, voici une jeune fille novice et inexpérimentée,
qui est sans doute pour la première fois en Italie et qui voit dans l'Allemagne, grâce à l'anglais Shakespeare qui n'y est jamais allé, le pays de l'amour romantique, des Roméos, des aventures mystérieuses, des éventails qu'on laisse tomber sur le parquet, des poignards étincelants, des masques, des duègnes et des lettres de tendresse. Certainement, elle rêve d'aventure. Et qui peut connaître les rêves des jeunes filles, ces nuées blanches et flottantes qui vont sans but dans le bleu, et qui, semblables à celles du ciel, s'embrassent toujours vers le soir de couleurs plus ardentes, d'abord le rose, et puis d'un rouge enflammé. Ici, rien ne lui semblera invraisemblable ou impossible. C'est pourquoi je résolus de lui inventer un mystérieux amoureux, et le soir même, j'écrivis une longue lettre pleine de tendresse humble et respectueuse, d'allusions singulières et sans aucune signature. Une lettre qui ne demandait rien, qui ne promettait rien, à la fois exaltée et réservée. Bref, une lettre d'amour romantique, comme on en voit dans la poésie. Et, comme je savais que quotidiennement, poussée par son agitation, elle était toujours la première à paraître au déjeuner, je glissai cette lettre dans sa serviette. Le lendemain arriva. Je l'observai du jardin, je vis sa surprise incrédule, son effroi soudain. Je vis la rouge flamme qui jaillit sur ses joues pâles et qui rapidement se propagea jusqu'à sa gorge. Je vis les regards perplexes qu'elle jetait autour d'elle, son frémissement, le mouvement furtif avec lequel elle cacha la lettre, et puis je la vis s'asseoir, nerveuse et agitée, touchant à peine au déjeuner et se levant aussitôt pour aller n'importe où, dans les couloirs ombreux et déserts, déchiffrer l'écrit mystérieux. Vous vouliez dire quelque chose ? Malgré moi, j'avais fait un mouvement que je fus par conséquent obligé d'expliquer. Je trouve cela très risqué, dis-je. N'avez-vous pas songé qu'elle pourrait faire des recherches, ou tout au moins demander au garçon comment la lettre était venue dans sa serviette, ou bien encore la montrer à sa mère ? Naturellement, j'y ai songé. Mais si vous aviez vu la jeune fille, cette chère créature timide et effarouchée, qui regardait toujours peureusement autour d'elle lorsqu'on parlait d'une voix un peu plus haute, vous n'auriez plus eu aucune crainte à cet égard. Il y a des jeunes filles dont la pudeur est si grande qu'avec elles vous pouvez oser tout ce que vous voudrez, parce qu'elles sont absolument désemparées et qu'elles préfèrent souffrir le pire plutôt que d'en dire un seul mot à autrui. Je la regardais en souriant et en me réjouissant de la manière dont mon jeu avait réussi. Voici qu'elle revint, et je sentis brusquement le sang affluer à mes tempes, car la jeune fille que je voyais là était devenue tout autre et avait une toute autre allure. Elle s'approchait d'un pas inquiet et troublé. Une vague de chaleur s'était répandue sur son visage, et un doux embarras la rendait maladroite. Il en fut ainsi pendant toute la journée. Son regard volait vers chaque fenêtre, comme s'il eût pu y découvrir le grand secret. Il dévisageait chaque passant, et une fois il tomba sur moi aussi, qu'il l'évitait prudemment pour ne pas me trahir par un clignement de mes yeux. Mais dans cette seconde rapide, comme l'éclair, j'avais senti une interrogation si enflammée que j'en fus presque effrayé. Et, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années, j'éprouvais de nouveau qu'aucune volupté n'est plus dangereuse, plus attirante et plus perverse que celle qu'on ressent en faisant jaillir cette première étincelle dans les yeux d'une jeune fille. Je la vis ensuite assise entre les deux vieilles dames, les doigts endormis, et je m'apercevais que parfois elle portait rapidement les mains à un endroit de son vêtement, où, j'en étais sûr, elle tenait la lettre cachée. Le jeu m'excita, et le soir même j'écrivis une seconde lettre, et ainsi de suite les jours d'après. C'était pour moi un attrait particulier et tout à fait émouvant que de matérialiser dans mes lettres les impressions d'un jeune homme amoureux, d'inventer l'exaltation d'une passion qui était feinte. Cela devint pour moi un sport captivant, comme c'est sans doute le cas pour les chasseurs lorsqu'ils tendent leurs pièges ou qu'ils attirent le gibier devant le canon de leur fusil. Et mon propre succès était si ineffable et même presque si effrayant pour moi que je songeais déjà à m'arrêter et que je l'aurais fait si la tentation ne m'eût attaché si ardemment au jeu commencé. Une légèreté, un trouble violent comme celui que produit la danse, transformèrent sa démarche. Une beauté spéciale et fiévreuse recouvrit brusquement ses traits. Son sommeil se passait sans doute à attendre, sans pouvoir dormir, la lettre du lendemain, car ses yeux étaient au matin noyés dans une ombre obscure et leur feu était plein d'instabilité. Elle commença de veiller à sa toilette. Elle mit des fleurs dans ses cheveux. Une merveilleuse tendresse à l'égard de toute chose spiritualisa ses mains. Une interrogation continuelle se lisait dans son regard. Car elle sentait, à 1000 détails que je disséminais dans mes lettres, que l'auteur devait être près d'elle, comme un Ariel, remplissant les airs de sa musique, qui plane tout près de là, épiant les actes les plus secrets, et pourtant rendu invisible par sa propre volonté. Elle devint si gaie que cette transformation ne passa pas inaperçue même des deux dames figées dans leurs habitudes, car parfois, avec une curiosité débonnaire, elles portaient leur regard sur la silhouette de la jeune fille qui accourait vers elles et sur ses joues épanouies, pour ensuite se regarder elle-même avec un sourire furtif. La voix devenait plus sonore, plus haute, plus claire, plus hardie. Et dans son gosier frémissait souvent un tressaillement et un gonflement, comme si un chant allait soudain en surgir en trigue d'allégresse, comme si...
Mais voici que vous souriez de nouveau. Non, non, je vous en prie, continuez votre récit. Donc, la marionnette dansait, et c'était moi qui tirais les ficelles d'une main savante, pour écarter de moi tout soupçon, car parfois je sentais que son regard inquisiteur cherchait à pénétrer le mien. Je lui avais donné à comprendre que l'auteur des lettres n'habitait pas ici, mais dans une des stations voisines, et qu'il venait chaque jour en canot ou bien avec le vapeur. Et désormais, je la voyais lorsque sonnait la cloche du bateau, allant accoster, échapper toujours, sous un prétexte quelconque à la surveillance maternelle, se précipiter et d'un coin de l'appontement examiner les nouveaux venus en retenant son souffle. Or, un jour, c'était un triste après-midi, et je n'avais trouvé rien de mieux à faire que de l'observer. Quelque chose de très étrange se produisit. Parmi les passagers, il y avait un joli jeune homme, vêtu avec cette élégance extravagante des jeunes Italiens, et, comme il examinait l'endroit, le regard désespérément chercheur, interrogateur et passionné de la jeune fille tomba en plein dans ses yeux. Et aussitôt la rougeur de la honte envahit le visage de l'adolescente, noyant farouchement son léger sourire. Le jeune homme fut d'abord surpris, puis il devint attentif, comme c'est facile à comprendre lorsqu'on capte un regard aussi ardent, plein de mille choses secrètes, sourit et chercha à la suivre. Elle s'enfuit, s'arrêta, certaine que c'était là celui qu'elle cherchait depuis longtemps. Puis continua sa marche précipitée et cependant se retourna encore. C'était ce jeu éternel entre le désir et la crainte, entre la passion et la honte, ce jeu où, malgré tout, la tendre faiblesse est toujours la plus forte. Lui, visiblement encouragé, bien que surpris, courut derrière elle, et il l'avait déjà presque atteinte, de sorte que je craignais que tout ne devint qu'un inquiétant chaos, lorsque les deux dames apparurent le long du chemin. La jeune fille prit vers elle son élan comme un oiseau effarouché, et le jeune homme se retira prudemment. Mais, tandis qu'ils se retournaient, leurs regards se rencontrèrent pour se plonger fiévreusement l'un dans l'autre. Cet incident me fit songer d'abord à mettre un terme à ce jeu, mais la tentation était trop forte, et je résolus de profiter de cet événement comme d'un auxiliaire bienvenu. Le soir même, je lui écrivis une lettre d'une longueur extraordinaire, destinée à confirmer sa supposition. J'étais excité par l'idée de faire agir maintenant deux personnages. Le lendemain matin, je fus effrayé par le bouleversement frémissant de ses traits. La belle inquiétude avait fait place à une nervosité incompréhensible. Ses yeux étaient humides et rougis, comme si elle eût pleuré. La douleur semblait pénétrer le plus profond de son être. Tout son silence paraissait vouloir aboutir à un cri sauvage. Son front était sombre, il y avait dans ses regards un désespoir d'une âpreté lugubre, tandis que précisément je m'attendais à la voir s'épanouir de joie, la crainte me saisit. Pour la première fois, quelque chose d'étranger intervenait. La marionnette n'obéissait pas et dansait autrement que je ne l'aurais voulu. Je cherchais ce qui pouvait bien s'être passé et je ne trouvais rien. Je commençais à avoir peur de mon propre jeu, et je ne revins pas à l'hôtel avant le soir, pour échapper à l'accusation qui se lisait dans ses yeux. Lorsque je rentrai, je compris tout. La table n'était plus mise, la famille était partie. La jeune fille avait été obligée de s'en aller sans pouvoir dire un mot à l'être aimé, et il ne lui était pas permis de révéler au sien combien son cœur aurait voulu rester un jour, une heure de plus. Elle avait été entraînée loin d'un tendre rêve, vers l'impitoyable banalité d'une petite ville quelconque. Je n'avais pas songé à cela. Et maintenant, encore, ce dernier regard, cette puissance effrayante de colère, de tourment, de désespoir et de souffrance la plus amère, que j'avais introduite, qui sait jusqu'à quelle profondeur, dans sa vie, est pour moi comme une accusation. Il se tut. La nuit avait marché tout comme nous, et de la lune, que masquaient les nuages, tombait une lumière aux étranges vacillations. Entre les arbres paraissaient suspendues des étoiles et des étincelles, ainsi que la blême surface du lac. Nous marchions sans rien dire. Enfin mon compagnon rompit le silence. Voilà toute l'histoire. Ne pourrait-elle pas former un roman? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une histoire dont je garderai le souvenir et que je joindrai à celle dont je vous suis déjà redevable. Mais un roman, c'est peut-être un beau point de départ, capable de me séduire. Car ces personnes-là, nous ne faisons que les effleurer. Nous ne les connaissons pas complètement. Et ce n'est là que le début de leur destinée, mais non une destinée entière. Il faudrait achever l'esquisse que nous en avons. Je comprends ce que vous voulez dire. La vie de la jeune fille, le retour dans la petite ville, le tragique affreux de sa quotidienneté. Non, ce n'est pas absolument cela. La jeune fille ne m'intéresse plus du tout. Les jeunes filles sont toujours peu intéressantes, malgré la haute idée qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes, parce que tous les événements qui leur arrivent ne sont que négatifs, et, par conséquent, trop semblables entre eux. La jeune fille qui est dans un cas pareil épouse, lorsque son heure est venue, le brave bourgeois de sa petite ville et l'aventure en question reste la fleur de ses souvenirs. La jeune fille ne m'intéresse plus du tout. C'est étrange. À mon tour, je ne sais pas ce que vous pourrez trouver de spécial chez le jeune homme. Chacun de nous dans sa jeunesse a connu de pareils regards.
ce même feu a été projeté sur nous. Seulement, la plupart n'en font pas cas, et les autres n'y pensent bientôt plus. Il faut être vieux pour savoir que précisément c'est peut-être là ce qu'il y a de plus noble et de plus profond dans ce que nous donne la vie, et que c'est le privilège de la jeunesse. Et ce n'est pas non plus le jeune homme qui m'intéresse. Alors, je modèlerai un peu le vieux monsieur, l'auteur des lettres, et j'achèverai l'esquisse que vous en avez faite. Je crois qu'à aucun âge on écrit impunément des lettres enflammées, ni qu'on affecte sans danger les sentiments de l'amour. J'essaierai de montrer comment le jeu devient sérieux, comme le personnage s'imagine être le maître du jeu, alors que c'est le jeu qui déjà est maître de lui. La naissante beauté de la jeune fille, qu'il croit ne voir qu'en simple observateur, l'excite et l'émeut profondément. Et le moment où soudain tout lui échappe fait naître en lui un désir spontané du jeu et du jouet. Je serai vivement captivé par cette conversion à l'amour qui probablement rend la passion d'un homme âgé très semblable à celle d'un enfant, parce que tous deux ne se sentent pas pourvus de moyens normaux. J'introduirai dans l'âme de mon personnage l'anxiété et l'attente. Je le ferai devenir inquiet. Il partirait à la recherche de la jeune fille et, cependant, au dernier moment, il n'oserait pas l'approcher. Je supposerai qu'il revient dans le même endroit, au bord du lac, dans l'espoir de la revoir, dans l'espoir de conjurer le destin, qui est toujours cruel. C'est dans ce sens que je m'imaginerai le roman, et il serait alors mensonger, faux, impossible. J'eus un sursaut de frayeur. Cette voix coupait mes paroles avec dureté, avec un frémissement rauque et un ton presque menaçant. Jamais je n'avais vu chez mon compagnon une pareille excitation. Je compris aussitôt quel était le point sensible que j'avais touché sans y prendre garde, et, comme il s'arrêta brusquement, je vis avec une pénible émotion luire ses cheveux blancs. Je voulais porter tout de suite la conversation sur un autre terrain, mais voici qu'il la reprenait déjà, et maintenant avec tout son cœur, avec une sombre douceur ayant retrouvé sa voix paisible et profonde, dans laquelle passait une belle nuance de légère mélancolie. Ou plutôt, il se peut que vous ayez raison. En effet, c'est beaucoup plus intéressant ainsi. Une des histoires les plus touchantes de Balzac est, je crois, intitulée « Ce que l'amour coûte aux vieillards ». On pourrait encore en écrire beaucoup sous ce titre-là. Mais les gens âgés, qui connaissent le fond des choses, n'aiment à parler que de leur succès et non pas de leur faiblesse. Ils craignent d'être ridicules dans des affaires qui pourtant ne sont en quelque sorte que l'oscillation de l'éternité. Peut-on croire réellement à l'intervention du hasard dans le fait que précisément sont perdus les chapitres des Mémoires de Casanova où il est question de sa vieillesse, où le coq devient cocu et le trompeur trompé? C'est peut-être simplement que sa main était devenue trop lourde et son cœur trop étroit. Il me tendit la main, sa voix était maintenant de nouveau tout à fait calme, bien assurée et sans émotion. « Bonne nuit, fit-il. Je crois qu'il est dangereux de raconter aux jeunes gens des histoires pendant les nuits d'été. Cela donne facilement de folles pensées et toutes sortes de rêves inutiles. Bonne nuit. » Il s'en alla de son pas élastique, mais, malgré tout, ralenti par les années, et disparut dans l'obscurité. Il était déjà tard, mais la fatigue qui d'habitude me saisissait de bonne heure, à cause de la chaleur des nuits pleines de mollesse, était ce jour-là tenue à l'écart par cette agitation qui bourdonne dans notre sang lorsque nous arrive quelque chose d'étrange, ou bien que pour un moment nous faisons nôtre l'âme d'autrui. Aussi je suivis le chemin obscur et silencieux conduisant à la Villa Carlotta, qui plonge son escalier de marbre jusque dans le lac, et je m'assis sur les frais degrés. La nuit était merveilleuse. Les lumières de Bellagio, qui d'abord étincelaient toutes proches, comme des coléoptères entre les arbres, paraissaient maintenant se trouver infiniment loin, de l'autre côté de l'eau, et elles retombaient lentement l'une après l'autre dans les lourdes ténèbres. Le lac était muet. Il luisait comme un noir joyau, mais un joyau dont les arêtes jetaient des feux confus. Et, comme de blanches mains sur les touches claires, les ondes clapotantes baignaient tantôt se soulevant et tantôt s'affaissant les degrés de marbre avec un léger murmure. Les blêmes lointains du ciel, où étincelaient mille lumières, semblaient infiniment hauts. Les étoiles étaient là, paisibles, dans leur scintillement silencieux. Seulement, parfois l'une d'elles se détachait brusquement de la ronde adamantine et se précipitait dans la nuit d'été. Elle se précipitait dans l'obscurité, peu importe que ce fût dans des vallées, des abîmes, des montagnes ou des eaux lointaines, sans savoir où elle allait, et poussée par une force aveugle, comme une vie projetée subitement dans la profondeur de destins inconnus.